Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis l'autrice de ce podcast et je suis aussi coach en sommeil et doula. Et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 21 décembre. Vous voyez où je veux en venir, Noël pointe le bout de son nez et du coup, je m'étais dit qu'un petit épisode hors série sur un starter pack pour une problématique qui risque de se déclencher au moment de Noël, c'était peut-être finalement la meilleure idée. Et du coup, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est des enfants, généralement des plus grands, parce qu'il faut qu'ils marchent déjà, on va dire les 18 mois et plus, qui se relèvent 38 milliards de fois le soir. Alors, ce qui est sympa, moi je trouve, quand on attaque ce genre de problématique, c'est que, en fait, on se rend compte que le sommeil, à partir de 18 mois environ, ça devient beaucoup moins une question de physiologie, toujours, bien évidemment, mais beaucoup plus une question à la fois d'émotionnel et de relationnel. Je m'explique. À partir de 18 mois, le cerveau de l'enfant commence à se câbler un petit peu en mode... en phase de test, en fait. C'est la préparation de la fameuse phase d'affirmation que vous qui m'écoutez et qui avez eu un enfant de 2 ans, vous savez à quel point elle est visible et parfois douloureuse, disons. Mais c'est vrai que ça commence, on a les prémices de ça vers 18 mois et c'est très 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 visible à 2 ans. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un véritable besoin chez l'enfant, à la fois de se sentir en contrôle et à la fois d'observer de manière très inconsciente quelle est la réponse qu'on va lui faire à telle ou telle sollicitation. Et surtout, si cette réponse varie, en fait, ça vient accroître le besoin de ressolliciter la même situation pour être sûr qu'on lui fera la même réponse, ou pas. Et du coup, pour le sommeil, ça a forcément une conséquence. Parce qu'autant avant, le plus important, c'était, évidemment, de travailler quand même sur un certain degré d'émotionnel en accompagnant avec un rituel, en favorisant l'autonomie, mais de manière la plus sereine et respectueuse possible. C'était surtout beaucoup conditionné par le rythme de sommeil et dans quelles conditions hormonales on allait proposer du sommeil. Là, à partir de 18 mois, le fait d'avoir une certaine flexibilité va pouvoir générer de l'insécurité. Et surtout, c'est très vrai à 18 mois, mais ça l'est aussi à 2 ans, ça l'est à 2 ans et demi, ça l'est à 3 ans, et ça l'est à plein d'autres moments de régression, on va dire circonstancielle et pas physiologique, c'est que il y a des phases d'angoisse de séparation, quoi. Tout simplement, l'angoisse de séparation, ça marche par poussée, comme je dis souvent. Et du coup, il y a des moments où la sécurité émotionnelle de l'enfant n'est pas remise en question, mais la capacité de s'auto-apaiser, oui, plein de fois. Donc, quand on a, j'en reviens, je digresse, quand on en revient à la problématique du jour, c'est-à-dire les relevés intempestifs, le fait qu'on ait un petit chaton entre 18 mois et 4 ans, disons, qui, une fois que le coucher est terminé, se relève, on peut venir investiguer plusieurs paramètres. Comme je vous disais, le sommeil de l'enfant de cet âge-là, c'est plus tellement essentiellement une question de physiologie, mais un petit peu quand même. Donc il va falloir regarder si dans le schéma de sieste, par exemple, il n'y en a pas trop ou trop peu pour les besoins de sommeil de cet enfant-là. Et ce qui va aussi nous indiquer qu'il y a peut-être un remaniement à faire à ce niveau-là, c'est finalement l'état émotionnel de l'enfant. Souvent, un enfant qui est en dette de sommeil consommé, c'est un enfant qui est vraiment très intolérant à la frustration, très prompt à la tempête émotionnelle, très instable en fait dans ses réactions, à un degré, j'ai envie de dire, manifeste. A l'inverse, un enfant qui a peine à s'endormir, mais qui, par exemple, peut être tout à fait laissé seul dans sa chambre, en autonomie, qui ne rappelle pas le parent, et qui tourne, déplombes dans son lit, ça c'est beaucoup plus le signe, par exemple, d'un excédent dans le sommeil de jour ou d'une sieste trop tardive, qui du coup empêche l'endormissement, quoi, tout simplement. Un temps d'éveil trop court ou pas assez de pression de sommeil font que l'endormissement du soir est compromis. Mais ça, c'est vraiment le paramètre principal de physiologie qui va être assez facile finalement à checker, puisque généralement à 18 mois, il n'y a plus qu'une sieste. Donc il y a un seul paramètre à bouger, là où quand c'est plus tôt, il y a souvent 2 siestes, et du coup, ça demande des calculs d'horloger pour pouvoir tomber juste.
Donc je mets ça de côté, la physiologie c'est assez rapide à venir évaluer. Mais les relevés intempestifs, ça peut avoir lieu du coup aux deux grandes thématiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois l'émotionnel et le relationnel. Il faut regarder un petit peu déjà ce qui se passe pour l'enfant dans son mode de garde. Est-ce que tout va bien chez nounou, à la crèche, à l'école, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique avec un autre enfant, un autre adulte? Voilà, essayez de venir creuser un petit peu si votre enfant se sent en sécurité émotionnelle dans son environnement de jour. Ça, c'est un premier truc. On va regarder aussi la nature des interactions qui existent entre vous et lui en journée, en fait. Parce que quand on est dans des phases où on a un petit chat qui se relève 48 millions de fois une fois qu'on l'a couché le soir, ça fatigue tout le monde physiquement, mais ça fatigue tout le monde nerveusement, et du coup on est moins disponible. Si on est moins disponible, on va un petit peu plus facilement au contact en tant que parent, et la réponse de l'enfant à ça, c'est d'aller encore plus au contact, et donc on a un peu l'effet boule de neige où tout le monde est saoulé finalement de tout le monde tout le temps. Et ça, il n'y a pas de point de culpabilité à avoir, on passe tous par des phases comme ça, elles passent, c'est cool, mais je pense qu'elles sont inévitables. Mais quoi qu'il en soit, il faut regarder du coup si la sécurité émotionnelle de l'enfant n'est pas compromise dans sa journée. Et si on arrive à avoir des moments en fait de connexion, si tout va bien, ou de reconnexion, si on est dans une phase un peu brouillon, quoi, un peu... pas agressive, mais en tout cas difficile quoi, de la vie quotidienne, de la vie familiale. Et si c'est pas le cas, essayez vraiment proactivement de venir faire de la place pour en fait un besoin fondamental, pas seulement de l'enfant, mais de l'être humain, qui est un besoin d'appartenance. Faire de la place pour 10, 15, 20 minutes journalières de connexion avec son enfant, c'est finalement lui dire « je suis disponible pour toi » ici et maintenant. Et l'ici et le maintenant, c'est la temporalité de l'enfant. Là où nous, les adultes, on est souvent un peu happés par la journée qui vient de s'écouler, le boulot, les soucis, etc. et par le tunnel du soir qui nous attend, la logistique, la charge mentale, etc. Et c'est ce que moi je vais appeler, c'est ce que nous, généralement, on appelle, je dis nous les coachs en sommeil, c'est un truc consensuel pour le coup entre nous, c'est les temps précieux. Les temps précieux, du coup, c'est ça, c'est 10 à 20 minutes de moments de connexion, souvent au retour du mode de garde, donc on va espérer entre 17 et 18, quelque chose comme ça. Et moi, même proactivement, je recommande du rire. Du rire. Pourquoi ? Parce que quand on rit, on sécrète de la sérotonine. Et la sérotonine est un précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc littéralement, plus on se marre, mieux on dort. Et surtout, outre cet impact bénéfique sur la physiologie du sommeil, ça vient dire quand même à l'enfant, regarde, non seulement je suis disponible, mais en plus c'est moi qui viens te chercher, j'ai envie de te faire marrer, j'ai envie de ce cache-cache qui finit en bataille de chatouille, j'ai envie qu'on prenne du temps, qu'on rigole, qu'on joue au foot, qu'on danse sur n'importe quelle musique qui vous fait kiffer, que ce soit Baby Shark ou du rap ou j'en sais rien, peu importe. Chaque famille a ses habitudes et a ses façons de kiffer. Mais voilà, de le systématiser, en fait, c'est une espèce de petite bulle qu'on crée autour de l'enfant et quelque part autour du parent aussi. Le but, c'est de profiter aussi de ce moment-là pour remplir le réservoir affectif de tout le monde et pour faciliter du coup la coopération après, la cohabitation aussi parfois, et finalement voilà, répondre à un besoin primaire de chacun et bonifier, quand ça se répète comme ça sur le long terme, la relation en profondeur. Donc ça, c'est une recommandation un peu starter pack quand on a un problème de relevé intempestif. Maintenant, il y a qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la situation ? Qu'est-ce que ça peut traduire ? Déjà, ça peut traduire un déficit, en tout cas vécu par l'enfant, de temps avec son parent. Et c'est pour ça que le temps précieux, c'est vraiment une chouette recommandation pour ça, parce que c'est un temps qui est court, mais c'est un temps qui est très efficace, parce qu'il est intense dans sa velléité de connexion, quoi. Donc ça, c'est un peu le premier truc. Et disons que l'enfant qui vient se relever après le coucher, c'est un enfant qui n'a pas identifié
quelle était la nature de l'interaction possible avec son parent une fois que le rituel est terminé. Donc est-ce qu'il y a un rituel manquant, par exemple, ou du coup une phase de connexion, mais cette fois sous un mode beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille, qui est donc très propice au rituel du sommeil, ou est-ce que c'est un problème de cadre? Ça, c'est l'état émotionnel de l'enfant qui vient nous le dire. Si c'est un problème de manque affectif, d'angoisse, d'anxiété de séparation, ce genre de choses-là, et ben en fait, souvent l'enfant ne laisse même pas partir son parent. C'est-à-dire que dès qu'on fait mine de s'en aller, l'enfant pleure, sollicite, demande, c'est compliqué. Dans ces cas-là, c'est qu'on a une perte, alors d'autonomie, ça c'est sûr, mais surtout on a une perte de sérénité. Et comme je vous le disais dans un épisode précédent, d'après moi en tout cas, on ne peut parler d'autonomie d'endormissement que quand on a un enfant qui est serein et qui est volontaire pour cet endormissement. C'est-à-dire à qui on ne l'arrache pas par résignation, en laissant pleurer ou peu importe. Du coup, partant de ce postulat-là, si vous sentez que vraiment vous pouvez soit pas sortir de la pièce, soit c'est dès que vous franchissez le seuil de la porte, les pleurs commencent, c'est que du coup votre enfant ne peut pas vous laisser partir pour l'instant. Et que donc votre objectif d'autonomie doit être mis dans un second plan, en step 2, là où on va mettre un step 1 de rassurer l'enfant. Et ça marche quel que soit l'âge, entre 18 mois et 4 ans, voire plus. Il y a des phases dans la vie où il y a besoin de ça. Typiquement, par exemple, outre les régressions du développement, il y a l'entrée à l'école, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, un changement de configuration familiale, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ce genre de difficultés. Si c'est un problème de cadre, du coup, rituel sans problème, l'enfant va vous laisser partir, etc. Mais par contre, va venir vous trouver où que vous serez, dans le salon, dans la salle de bain, peu importe. Et soit il y a un objet, c'est-à-dire j'ai fait ceci, me manque cela, etc. Soit il y a carrément juste pas d'objet, l'enfant vient vous trouver, et puis c'est tout, pour tchatcher, quoi. Et là, c'est qu'en fait, il y a un doute chez votre loulou, chez votre louloute, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait. Et donc là, il s'agit finalement de repréciser les choses, alors toujours avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup de cohérence. Là, ça sert pas forcément à grand chose de faire un point de côté du point de vue de l'autonomie. Ce qu'il faut, c'est changer de modèle d'interaction. Comme je disais tout à l'heure, dans ce cas de figure-là, ce qu'il faut, c'est que votre enfant ne voit pas ou ne voit plus d'intérêt à venir vous solliciter à ce moment-là. Et donc, c'est dans votre posture à vous qu'on va trouver la solution pour vous rendre, à minima neutre et au mieux vraiment complètement chiant et inintéressant pour votre enfant. Comment qu'on fait ça en pratique ? Eh bien, si on est dans le cas de figure 1, c'est-à-dire un enfant qui vraiment vous laisse pas partir, qui vous semble angoissé, qui pleure, pour qui ne serait-ce que la mise à distance est compliquée, et bien là, pour le coup, en fait, c'est pas l'autonomie qu'on va venir travailler, dans le sens où c'est pas l'absence parentale qu'on va lui faire accepter, le fait de sortir de la pièce, c'est la distance. C'est le moyen terme entre vous et l'enfant, ça va être une mise à distance. Donc de pouvoir proposer le rituel comme d'habitude, voire même pourquoi pas un rituel renforcé, hyper cadré, donc un nombre établi de livres ou d'histoires ou de chansons, des papouilles, etc. Tout cadré et toujours la même chose. Et après quoi, du coup, on va pas partir. Si le moment où on s'en va, où on sort, on ferme la porte est très anxiogène pour l'enfant, on le fait pas, tout simplement. Et là, on peut se mettre par exemple sur une petite chaise, sur un petit pouf, n'importe quoi dans la chambre, alors à une distance raisonnable mais courte du lit de l'enfant, ça peut être 1 mètre, 1m50, peu importe. En disant ok, moi j'ai compris, c'était compliqué, tu peux pas t'endormir tout seul en ce moment pour X raisons que vous avez d'ailleurs identifiées ou pas. Ok, j'attends, pas de souci, mais je vais me mettre à cet endroit-là pour attendre que tu t'endormes. Et surtout, moi, je suis là pour que tu fasses dodo. Je suis pas là pour te regarder faire la Java. Donc, tu restes allongé, tranquille dans ton lit. Et si c'est pas le cas, c'est que du coup, t'es pas si près que ça à t'endormir. Et du coup, moi, je sers à rien et je sors. Et si l'enfant rappelle, bien sûr, ça va sans dire. On rentre dans la pièce, on rassure s'il y a besoin de rassurer, on prend dans les bras, même s'il y a besoin de calmer. Et puis, quand tout va mieux, on le redépose dans son lit, on lui explique de nouveau
pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas. On repasse le petit contrat avec lui et on se remet sur la chaise, autant de fois que nécessaire. Et une fois qu'on a mis ça en place et que du coup il n'y a plus besoin de sortir parce que l'enfant teste plus, etc., on peut tranquillement reculer la chaise de plus en plus loin en direction de la porte pour avoir une distanciation progressive. Ça, c'est un modèle qui marche assez bien et qui marche surtout, qui a l'avantage de marcher presque à chaque fois qu'on le remet en place, pour peu qu'on soit cohérent. Donc n'hésitez pas à y venir, à y revenir à chaque fois que ça redéconne à ce niveau-là, ça marche plutôt bien. Quand c'est plutôt un problème de cadre et que donc du coup votre petit chat vous laisse partir mais vous file le train et vous suit partout dans la maison, là du coup on va aussi renforcer le rituel. Ça reste un peu pareil comme le temps précieux, une recommandation de base où on peut légitimement se dire bon, si on me sollicite, c'est qu'il y a un quota qui n'est pas rempli. Donc pas hésiter à faire du temps précieux, à renforcer le rituel avec une petite étape supplémentaire, soit de jeu calme, soit de verbalisation des émotions, soit où on se raconte sa journée, soit peu importe. Ça peut être même du yoga ou de la sophrologie, ce qui vous parle fondamentalement. Pour un rituel de 20-25 minutes, c'est tout à fait recommandé, même prescrit. Et une fois qu'on a fixé le rituel, le problème de la chaise, c'est que on peut cadrer, mais plus on avance dans l'âge, plus ça peut être perturbant, parce que la présence parentale, du coup, peut être stimulante pour un enfant qui, par ailleurs, était autonome avant. Donc là, peut-être que ce qui est plus intéressant de proposer, c'est un modèle de présence, mais beaucoup plus intermittente. Donc de terminer le rituel, de sortir de la pièce, et dès que l'enfant se relève et sort de sa chambre, on le prend par la main, on le raccompagne dans son lit. Bonne nuit chaton, à demain. Et on ressort. Et en fait, on sort même petite phrase mantra à chaque fois, même s'il faut la sortir 60 fois. On raccompagne toujours hyper calmement, de manière très neutre, l'enfant à son lit en disant « c'est dodo maintenant, à demain ». Et on repart. Et le seul risque de ce protocole, de cette approche, enfin les deux seuls risques, je devrais dire plutôt, c'est que votre enfant s'agace, un peu en mode « oh là là, mais attends, mais c'est d'habitude, on arrive toujours à se poser pour faire un câlin supplémentaire pour que je m'endorme, ou on arrive toujours à... peu importe ». Et là, c'est pas le cas. Et du coup, il y a une perte, quoi. Et donc j'ajoute que si jamais dans tout le processus, même si on est à la fois 58 et que vous sentez qu'on y est presque, que c'est à ce moment-là que votre enfant craque un peu de frustration et se met à pleurer, mais à tout moment, vous pouvez proposer un câlin, bien sûr, pour soutenir, un câlin dans les bras. Mais dès que ça va mieux, on repose et on répète « Bonne nuit chaton, à demain ». Et on repart. Le deuxième risque, mais c'est le plus, on va dire, c'est le plus fréquent, et j'ai bien envie de dire c'est le plus normal, et Dieu sait que ça m'est arrivé un paquet de fois, c'est de ne pas réussir à être le super-héros olympien que je vous décris là, et de perdre patience. Le problème de ça, c'est que quand on montre en fait des émotions fortes, même si elles sont négatives, en fait, quelque part, c'est de l'attention apportée à la sollicitation de l'enfant. Donc ça la valide, quelque part. Et donc, même si c'est normal et humain, et évidemment ok, dans la limite, bien sûr, de la non-maltraitance, c'est contre-productif. Du coup, comment dire, quand on sait qu'on va en passer par là, quand on décide d'adopter ce modèle-là, il faut se préparer comme un sportif. De se dire, ce soir, je sais que je vais passer ma soirée à ça. Je ne vais faire que ça jusqu'à endormissement. Ne surtout pas anticiper en se disant, ouais, ça va durer 3/4 d'heure, et puis après, je descends pour l'apéro. Non. Partez du principe que ça va durer 2h30, que ça va être vraiment genre tout le temps, qu'il va falloir ramener l'enfant 300 fois dans son lit, de la même manière. De la même manière. Parce que si vous partez de ce principe-là, déjà vous serez probablement agréablement surpris, puisque ça prendra peut-être pas 2h30, mais surtout, en fait, ça donne une chance à votre enfant de se dire « Ok, a priori, voilà la réponse qu'on va me faire à chaque fois. » Et donc de pouvoir s'adapter. En fait, et se dire oui, bon bah en fait du coup
chiant quoi, il se passe rien, donc ok, très bien, j'ai compris, il n'y a rien à voir à ce niveau-là, il n'y a rien à demander à ce moment-là, donc très bien. Et du coup, en théorie, si vous êtes vraiment des rocs, en 2, 3 et 4 jours max, on peut vraiment avoir un impact très positif sur et la durée d'endormissement, et surtout sur les relevés intempestifs. Donc c'est un peu le double modèle que je vous recommande, en sachant que ce qui va aussi vous dicter, outre l'observation de votre enfant, ce qui va vraiment vous donner beaucoup d'indications, c'est votre instinct, votre intuition. Vous allez sentir si votre chaton ou votre petite puce est instable ou insécurisé pour une raison ou pour une autre. Vous pourrez faire le lien ou pas avec ce qui se passe dans sa journée, son environnement, tout ça. Mais en tout cas, surtout... Et comment dire, quand on est en face d'une régression de ce type-là, surtout quand on en a bavé plus pour obtenir l'autonomie de l'endormissement, on panique, et c'est normal et c'est humain. Mais pas de panique, c'est normal dans le développement psycho-affectif de l'enfant, ça va arriver, c'est sûr. Et si on y répond par suffisamment de cohérence et de bienveillance, franchement on s'en sort vite. Donc voilà, testez ces petits modèles-là, parce qu'ils sont pour le coup assez simples et en même temps assez efficaces. Et puis voilà, finalement, donnez-moi des nouvelles. Vous allez voir que l'excitation des fêtes peut générer ce genre de choses-là aussi, avec le fait de ne pas avoir dormi à la maison, pas avoir obéi aux mêmes règles, aux mêmes habitudes, ça peut générer une régression. Donc voilà un petit starter pack pour les gérer, pour vos plus grands. J'espère que ça vous servira. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis disponible pour échanger sur le compte de Bébé et Confidence, @Bébé et Confidence sur Instagram. Je vois passer vos messages et vos messages d'encouragement et votre soutien. Et aussi, dans les statistiques, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à soutenir ce podcast. Et merci. C'est vraiment mon 3e bébé. Donc merci tout plein. N'hésitez pas du coup à tabasser les étoiles sur Apple Podcast et partout où vous pourrez promouvoir ce petit espace à nous. Et quant à moi, je vais vous souhaiter du coup ces deux circonstances de très belles fêtes de fin d'année et vous retrouver l'année prochaine avec des petits ajustements mais toujours là dans le podcast, en consultation et chez Bébé et Confidence. Merci encore et puis à la semaine prochaine pour un nouveau portrait.